Salut, on va continuer sur le thème du professeur et de l'autorité, mais en nous penchant cette fois sur un dispositif éducatif scolaire. Le dispositif éducatif, je devrais dire, parce que c'est celui que l'on rencontre ordinairement dans les écoles. On pourrait dire que ce sont les différents procédés par lesquels l'école exerce son influence sur son public, les enfants, afin d'atteindre ses objectifs. Ces procédés jouent donc un rôle essentiel et ils ont lieu simultanément et durablement pendant tout le parcours scolaire des élèves. Je vais aussi donner quelques exemples pour chacun d'entre eux sur la façon dont ils se manifestent. Alors, puisqu'une des missions du professeur, nous dit-on, consiste à capter l'attention des élèves, et là je renvoie à la dernière vidéo sur le professeur et l'autorité, eh bien cela signifie que les élèves ont habituellement peu d'intérêt pour ce à quoi ils devraient, d'après l'école, porter leur attention. La première mission de l'école consistera donc à détourner l'enfant de ce à quoi il s'intéresse. Elle a besoin de s'accaparer son attention. Autrement, le professeur ne pourra à peu près rien en faire de l'enfant, il ne pourra rien lui inculquer. Et donc pour ce faire, il s'agit tout d'abord de limiter drastiquement les temps desquels l'enfant peut disposer. En l'envoyant à l'école 4 ou 5 jours par semaine, en l'envoyant dans un endroit où il ne dispose pas librement de son temps, on lui réduit largement ses possibilités de l'exploiter, de le mettre à son profit en servant ses intérêts à lui. Et même durant une partie de son temps hors école, il aura des devoirs scolaires. Secondement, en envoyant l'enfant à l'école, on le place dans un environnement que nous avons déterminé pour lui. Un environnement qui, certes, dispose d'une certaine diversité d'objets, d'outils, de possibilités de faire, mais tout cela a été sélectionné pour répondre à des intentions éducatives dans lesquelles l'enfant se retrouve être la dernière personne impliquée. Moi, par exemple, en tant qu'adulte, si je décide de m'investir dans le milieu éducatif, je pourrais contribuer à faire perdurer ou bien à faire évoluer ce que doivent vivre des enfants dans leur quotidien. Et j'aurai donc un pouvoir sur la vie de nombreux d'entre eux, pouvoir qui sera largement supérieur à celui qu'ils ont eux sur leur propre vie. Et pourtant, ces enfants, je peux très bien ne pas les connaître et ne jamais les rencontrer. Ces intentions éducatives vont toujours exclure énormément de ce pourquoi l'enfant aurait intérêt. L'espace fermé qu'est la salle de classe et l'autorité du professeur qui choisira pour son élève quelles devront être ses occupations, à quel moment et pendant combien de temps. Tout ça, ça constitue davantage un appauvrissement des possibilités d'interaction et de découverte de l'environnement de l'enfant qu'un enrichissement. Maintenant, si le professeur est convaincu que ce qu'il veut apprendre à son élève est plus intéressant que ce que l'élève apprend de lui-même, ce qui est le cas par définition, je pense, de tout professeur, alors il aura tout intérêt à lui faire comprendre cette réalité s'il veut ôter les résistances de son élève pour faciliter son apprentissage. Second procédé utilisé par l'école, il va s'agir de convaincre l'enfant de l'inutilité de ses intérêts, ou du moins de leur importance moindre. Là aussi, deux choses. La première, elle est dans la continuité de ce que j'avais énoncé avant. Le simple fait de monopoliser la vie de l'enfant par l'école a déjà bien de quoi lui laisser penser que ce qu'il aime dans la vie hors de la classe a un bien plus faible intérêt que ce qu'on lui enseigne dans la classe. Surtout lorsque ses parents, qui sont sa référence première, lui répète que l'école lui est nécessaire. Dans l'esprit de chaque enfant, une idée va émerger. C'est que ce qui se passe dans la classe, c'est important, pendant que ce qui se passe hors de la classe, ce n'est pas très sérieux. Sinon, l'enfant se demanderait pourquoi les personnes en qui il a le plus confiance feraient ce choix pour lui. Et puis, secondement, il y a les punitions. Dès lors qu'un enfant entamera une activité autre que celle prescrite, il pourra être réprimandé et sanctionné pour avoir fait passer ses besoins personnels avant ceux du paradigme scolaire. Donc, s'il a choisi par exemple d'exprimer un besoin social en parlant avec ses amis pendant la classe, s'il a choisi d'exprimer un besoin, disons, artistique en dessinant dans son cahier de français là où il est censé faire du français, ou s'il a choisi d'exprimer un besoin vital en se rendant aux toilettes, mais sans demander la permission à son maître, il sera à chaque fois réprimandé, voire puni. Et là, ce sont les intérêts de l'institution de l'école qui passent avant ceux de l'enfant. J'avais déjà parlé de l'apprentissage du manque dans ma vidéo sur les enseignements de l'école. Pour faciliter l'acceptation de l'élève à l'apprentissage, une mission fondamentale est de le convaincre que ce que le professeur détient lui est indispensable. Et pour ça, l'enfant doit être autant que possible dans une sensation de manque permanente. Bon, déjà, même chose ici, le placement de l'enfant à l'école va fortement induire chez lui l'idée que les enseignements du professeur lui sont nécessaires. Mais il y a aussi tout un système de notation, d'évaluation, de validation de diplômes qui a été établi sur la base de certains savoirs qui sont ceux que le professeur détient.
Et ce système sera systématiquement utilisé pour justifier de la nécessité de l'élève à faire du professeur sa référence en termes d'acquisition des connaissances. Donc même si le contenu des cours n'apporte rien dans ce que souhaite faire l'élève et dans ce qu'il souhaite faire une fois sorti de l'école, un diplôme comme celui du baccalauréat sera toujours utilisé pour donner une légitimité à l'instruction scolaire. Ce qui a été fabriqué par quelques-uns et qui relève purement d'une convention, on le retrouve présenté à l'élève comme une donnée immuable à laquelle il ne doit non pas réfléchir, mais se soumettre. Et en étant convaincu que le diplôme lui est indispensable, il se rangera sans trop de peine sous l'autorité du professeur. Ensuite, il va s'agir d'imposer sur le long terme, par l'utilisation d'une autorité de hiérarchie qui permet de couper court à toute discussion. Lorsqu'un enfant met en question l'autorité du professeur, par exemple quand il critique le contenu d'un cours, ou les cours en général, son maître pourra lui dire « tu ne discutes pas », ou bien il pourra dire « tu ne réponds pas ». On l'entend très souvent celle-là, « tu ne réponds pas ». Ce sont les formules injonctives très classiques qui dénotent de cette autorité du « j'ai raison ». Tu ne réponds pas parce que j'ai raison et ma raison je l'incarne dans mon autorité. Parce que cette position hiérarchique s'exprime dans l'idée que parce que je suis l'autorité, j'ai raison. Alors qu'une autorité épistémique, ce serait plutôt on reconnaît ma raison, donc j'ai autorité. L'imposition des matières scolaires permet aussi de contenir l'enfant dans le cadre du domaine à chaque fois enseigné. Et donc, s'il critique ouvertement le système scolaire, on pourra toujours lui rappeler qu'il est hors sujet, parce que ses commentaires n'ont pas de rapport avec la matière enseignée. Mais comme il n'y a quasiment aucun moment de prévu pour une libre expression de chacun qui permettrait que de telles critiques soient faites, elles ne peuvent que très difficilement apparaître. Puis, cette autorité va jouer un autre rôle qui est celui de légitimer les rapports élève-professeur. Parce qu'au-delà des habituels ordres, tu as le droit de, tu n'as pas le droit de, etc., eh bien c'est une autorité qui a aussi cela qu'elle exerce simultanément une fascination sur son sujet. Et c'est là une manière de la rendre légitime aux yeux de l'enfant. À travers la capture de son attention, à travers le détournement de ses considérations du beau et de ses intérêts vers le nouvel attrayant, le professeur, l'investissement des valeurs qu'il porte s'agence autour de cette image de supériorité. On n'attend pas de l'enfant qu'il se porte lui-même vers ce qu'il considère. Le professeur se présente, s'impose à lui et il assure ainsi sa prééminence. Donc cette autorité éducative, alors qu'elle ne permet pas à l'enfant de choisir de lui-même ce qu'il trouve beau et intéressant, c'est son intimidation qui lui est indissociable, qui montrera à l'enfant que le maître doit être aimé, qu'il faut le percevoir comme une personne de confiance qui agit pour son bien. Et cette intimidation va doucement fabriquer une image positive du professeur. Ça développe chez l'enfant un attrait, une mise en valeur, une fascination pour son maître, et ça s'illustre par exemple assez bien dans une situation fort courante dans le milieu scolaire, la désignation d'un élève qui prendra momentanément le rôle du professeur pendant que le maître est absent. L'élève pourra venir au tableau et il aura la charge de reporter les comportements indésirables des autres élèves au retour du professeur. Et beaucoup sont enthousiastes à l'idée de pouvoir endosser cette autorité. Mais c'est une recette somme toute assez classique que de donner un peu de pouvoir à ceux qui y sont réfractaires parce qu'on les retrouve vite en train d'appliquer sur d'autres ce qu'ils détestaient, voire appliquer sur eux-mêmes. Et enfin, parce que l'enfant évolue pendant de longues années sous ce rapport d'autorité, il l'intègre et le reproduit. Il perpétue donc l'institution de l'école qui veille à transmettre ses valeurs, c'est-à-dire pour l'essentiel des enseignements plutôt implicites. Et les différents procédés que j'ai ici énumérés en sont certainement constitutifs. Pour le reste, je renvoie à la vidéo sur les apprentissages de l'école. Donc, pour récapituler sur la composition du dispositif éducatif de nos écoles, on détourne l'enfant par une double gestion de son temps et de son espace. On le prend de là où il est et on le ramène là où il ne pourra plus librement exprimer ses besoins. On le convainc que ses intérêts personnels n'ont qu'une faible importance en regard de ceux de l'institution scolaire et que ce sont ceux-là qu'il doit d'abord servir. On lui impose le statut d'élève et son mode de vie. On ne lui permet pas de les discuter. On légitime aux yeux de l'enfant le rapport élève-professeur par une valorisation de l'image du maître. Et tout ça, ça se perpétue assez naturellement dans la reproduction des schémas éducatifs. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et je vous dis à la prochaine.